C'est pourtant sur l'aveu initial de Rokoto-Vao que les parlementaires vont pouvoir être mis judiciairement en cause. Un obstacle cependant se présentait, l'immunité parlementaire. Au terme de l'article 22 de la Constitution de 1946, messieurs Razeta, Rabemananjara et Ravoahangi ne pourraient faire l'objet de poursuites durant tout le temps de leur mandat sans une autorisation de l'Assemblée nationale dont ils étaient membres. À cela, la Constitution prévoyait cependant une exception, le cas de flagrant délit. On le leur appliqua aussitôt. Ou plus exactement, on l'appliqua à ceux qui se trouvaient alors à Madagascar, c'est-à-dire à messieurs Rabemananjara et Ravoahangi. Dans le cadre de l'information déjà ouverte depuis le 30 mars, le juge d'instruction demanda au procureur un réquisitoire supplétif contre les députés, l'obtint et délivra aussitôt mandat d'arrêt. Messieurs Rabemananjara et Ravoahangi furent ainsi arrêtés sur place et inculpés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État dans les termes des articles 91 et suivants du Code pénal d'alors. Ce qui, il faut tout de suite le retenir, ne leur faisait pas encourir la peine de mort. À Paris, l'Assemblée nationale se trouva dans une situation bien délicate. Pour commencer, les parlementaires arrêtés et inculpés se servirent de la loi et crièrent à la violation de leur immunité. Ce flagrant délit qu'on avait invoqué pour justifier leur arrestation immédiate, ils le contestaient formellement. Le flagrant délit, disait-il, est le délit qui est constaté au moment où il est commis, ou dans l'instant où il vient de se commettre, et que l'auteur est poursuivi par la clameur publique. Voilà qui n'a jamais été notre cas. Sans doute les juristes connaissent une autre forme de flagrant délit, dite flagrant délit continu. C'est le cas du receleur qui, trouvé en possession d'un objet volé, sera considéré comme pris en flagrant délit, même si l'objet a été volé depuis bien longtemps, et s'il le détient depuis le premier jour. Mais l'expédition d'un télégramme apparenté à un ordre d'émeute qui fut fait un 27 mars ne peut légitimer une inculpation en flagrant délit 3 semaines plus tard. Raisonnant ainsi, ils commencèrent par formuler une demande de mise en liberté provisoire auprès du juge d'instruction. Elle fut rejetée. Ils la renouvelèrent devant la chambre des mises en accusation. Elle leur répondit par un nouveau rejet. Alors ils entamèrent les grands moyens. On avait violé leur immunité parlementaire. C'était un cas de forfaiture. Une plainte avec constitution de partie civile fut adressée de ce chef au procureur général. Elle visait le procureur de la République de Tananarive et le juge d'instruction. Le procureur général refusa tout net de l'enregistrer. Les positions se durcissaient. Pendant ce temps, M. Razeta, toujours à Paris et pourtant sous le coup du même mandat d'arrêt que ses deux collègues, demeurait libre. Contre lui aussi, pourtant, on avait invoqué le flagrant délit, dispensant de la relevée d'immunité. Mais pour parodier et retourner un slogan qui devait plus tard faire fortune, Madagascar n'était pas la France. Pour en fournir une autre illustration, Maître Stibbe, qui s'y rendit alors pour assister les députés malgaches inculpés et arrêtés, écrit. Non seulement les détenus étaient interrogés par la sûreté durant des semaines entières, avec des méthodes que nous avons décrites, mais ils étaient contraints de confirmer au juge d'instruction les prétendus aveux qu'ils faisaient à la police. Au grand jour du procès, ils exposèrent le mécanisme de ces confirmations. Ils révélèrent que le juge d'instruction se rendait fréquemment à la sûreté au moment où les précieux aveux y étaient recueillis. Ensuite, dès que les inculpés, épuisés, acceptaient de signer les déclarations préparées par Baron, ils étaient conduits chez le magistrat par un inspecteur de la sûreté, lequel assistait fréquemment à l'interrogatoire. Le juge demandait alors uniquement à l'inculpé s'il maintenait ses déclarations faites à la sûreté, l'avertissant qu'en cas contraire, il y retournerait. Terrifié à l'idée que pourrait reprendre les traitements qu'il venait de subir, l'inculpé acceptait de confirmer purement et simplement la version policière. Le juge dictait alors à son greffier des déclarations exactement analogues à celles qui figuraient sur les procès-verbaux de la sûreté,
et l'inculpé n'avait plus qu'à signer pour pouvoir être reconduit, non plus à la sûreté, mais à la prison. Dès les premières arrestations consécutives aux événements du 29 mars, le barreau de Tananarive, en l'absence d'ailleurs de son bâtonnier d'alors, le député Duvaux, avait pris la décision d'interdire à tous ses membres d'assister les inculpés de cette affaire. Les avocats habituels du MDRM, qui avaient déjà été choisis par leurs clients, durent s'incliner devant cette décision étrange et refuser de les défendre jusqu'à ce qu'ils soient commis d'office. Or, à Madagascar, la désignation d'avocat d'office n'est pas obligatoire avant la fin de l'instruction, tandis que les avocats librement choisis doivent assister aux interrogatoires de leurs clients par le juge d'instruction. À cet avocat, pourtant, la tâche ne sera pas facilitée. Loin de là. Maître Stibbe témoigne toujours. N'étant pas pour ma part lié par la surprenante injonction du barreau de Tananarive, je demandai aussitôt à rendre visite aux détenus et à voir le dossier. Dès la nuit suivante, une grenade fut lancée à mon domicile. Je ne fus pas personnellement atteint. La grenade percuta dans un tas de sable qui se trouvait devant la maison. Mais les éclats de vitres blessèrent des enfants qui logeaient au rez-de-chaussée. Je voulus aussitôt ouvrir la fenêtre et sortir. Mes hôtes m'en empêchèrent, en me disant que si de la lumière était perçue venant d'une maison malgache, celle-ci serait aussitôt détruite. Les patrouilleurs qui circulaient dans la rue m'indiquèrent quelques heures plus tard le numéro de la voiture, d'où avait été lancée cette grenade, et dont les occupants interpellés leur auraient répondu « Police !» Et je déposai entre les mains du procureur de la République une plainte comportant cette indication précise. Cette plainte ne fut jamais instruite, et les propriétaires de la voiture ne furent même pas entendus. Certains journaux locaux osèrent dire que j'avais moi-même provoqué cette agression, pour justifier une demande de transfert en France du procès. Au lendemain de cet incident, je reçus l'autorisation de rendre visite aux détenus qui m'avaient prié de les assister et constatai avec horreur les traces de sévices qu'ils venaient de subir. Tous me montrèrent leurs plaies encore purulentes et me firent l'hallucinant récit des séances de baignoire et des longues stations dans le poulailler de la sûreté. Je fis alors part au juge d'instruction de mon indignation et le priai de bien vouloir entendre à nouveau, en ma présence, ceux des inculpés que je défendais. Le juge d'instruction n'accepta ni ne refusa, et trouva chaque jour un nouveau prétexte pour renvoyer ses auditions au lendemain. Sachant que je devais regagner assez rapidement la capitale en raison de l'imminence du débat à l'Assemblée nationale, sur la demande de levée d'immunité parlementaire, il se contentait de reculer de jour en jour le nouvel interrogatoire des inculpés qui m'avaient désigné, et de gagner ainsi la date limite assignée à mon départ, sans procéder à aucun interrogatoire en ma présence. Plus tard, je pus révéler à la barre que, pendant la durée de mon séjour, alors qu'il m'affirmait chaque jour ne pas avoir le temps d'entendre mes clients, et j'avais accepté de me charger de la défense de 30 détenus, M. Vergoz avait procédé à 58 interrogatoires d'autres inculpés encore dépourvus de défenseurs. Cependant, à Paris, l'Assemblée nationale se réunissait afin de se prononcer sur la levée d'immunité parlementaire de ses 3 membres impliqués dans l'affaire. Il y avait dans son attitude quelques contradictions, puisque les poursuites étaient d'ores et déjà engagées, les inculpations prononcées en application de la théorie du flagrant délit qui dispense de la levée de l'immunité. Il en était de même au Conseil de la République, dont 3 membres malgaches se trouvaient également arrêtés. L'Assemblée, par scrupule, avait donc préalablement dépêché à Tananarive un rapporteur, qui était M. René Coty. Il entendit là-bas messieurs Ravoaangui et Rabemanandjara, tandis que M. Georges Pernaut, rapporteur désigné par le Conseil de la République, recueillait les déclarations de ses collègues à cette assemblée. Dans son rapport, M. Coty s'appuyait sur les principes du droit parlementaire, selon lesquels l'Assemblée saisie d'une demande en autorisation de poursuite n'a pas à rechercher si les griefs allégués contre l'un de ses membres sont fondés ou non, mais doit seulement se demander si la demande de poursuite est loyale et sérieuse. M. Coty écrivait et déclarait donc « N'étant pas chargé du fond,
nous devons nous abstenir de procéder à une information qui serait une intrusion dans le domaine de la justice. L'autorisation de poursuite fut donc votée au Palais Bourbon comme au Luxembourg. Du côté de l'Assemblée nationale, elle emporta 324 voix contre 195, les opposants réunissant les communistes, les progressistes et les élus socialistes d'outre-mer. Cependant, ce vote impliquait une autorisation de poursuite limitée dans le cadre des inculpations alors retenues. Atteinte à la sûreté intérieure de l'État, crime qui n'était pas passible de la peine de mort. Les choses étant ainsi en règle, on pouvait à Tananarive mener l'affaire à son terme. Le dossier constitué se résumait à peu près ainsi. La révolte de mars 1947 avait eu 2 animateurs actifs, Rakoton Drabé et Ravelo Naina. Du côté du MDRM et de ses dirigeants inculpés, on en était d'ailleurs d'accord. C'étaient bien ces 2 hommes qui avaient mis sur pied le dispositif des émeutes, et les avaient ensuite dirigés à travers les 2 sociétés secrètes, Gina et Panama. Assurément, ces 2 hommes avaient été du MDRM, mais ils en étaient partis, et pour les parlementaires, les actes qui avaient suivi ne pouvaient avoir que 2 mobiles. Soit une réaction violente de dissidents mécontents d'avoir vu le MDRM se rallier publiquement aux théories de l'Union française et décider de conduire son action en faveur de l'indépendance dans les exactes limites de la légalité, soit peut-être aussi d'avoir agi, du moins Ravelo Naina, en liaison avec la police, et d'avoir fondé avec la bénédiction de celle-ci les fameuses sociétés secrètes, ce qu'on appellerait tout bonnement de la provocation. Au contraire, pour le dossier tel qu'il était établi, il n'y avait pas à chercher si loin. Rakoton Drabé, arrêté en mai 1947, interrogé à la sûreté, n'avait-il pas déclaré qu'il était dans cette entreprise un agent du député Razeta? Qu'au reste, ce qui était exact, ce dernier avait déjeuné avec lui à Tananarive? Ainsi était créé le lien. Bien que Razeta, sans nier la réalité de ce déjeuner, ait affirmé de son côté qu'il n'avait été commandé par aucune raison de politique et de conspiration. En tout cas, c'est à partir de ces éléments venus de Rakoton Drabé que les parlementaires du MDRM firent, pour l'accusation, figure de chef véritable des sociétés secrètes dont ils inspiraient les activités et les orientations. Ne trouvait-on pas d'ailleurs Rakoton Drabé parmi les personnages de la réunion du 27 mars, c'est-à-dire dans l'épisode du télégramme, puisque c'était de lui qu'étaient venues, selon Rakoton Drabé, les premières rumeurs d'une émeute prochaine? Pourtant, si Rakoton Drabé avait accusé au début, il se rétracta par la suite en faisant valoir lui aussi comment il avait été traité. De toute façon, il restait l'un des personnages clés de l'affaire, et à ce titre, les parlementaires demandèrent à être confrontés avec lui. Leurs demandes, bien que réitérées, restèrent vaines. À la fin de juillet 1947, Maître Douzon espéra un moment obtenir satisfaction de M. Casalou, qui avait succédé à M. Vergoz dans la conduite de l'instruction. Son espérance fut vaine, et comme il avait quitté Tananarive pour Diego Suarez, où il avait à assister un conseiller de la République, il fut dans cette ville attaqué par 3 hommes en cagoule, battu comme plâtre, chargé inerte dans un camion, et jeté pour mort en pleine brousse. C'est en vain encore qu'à la veille de la clôture de l'instruction, Maître Stibbe tenta une dernière fois par lettre d'obtenir la confrontation souhaitée. Il lui fut répondu que cela paraissait inutile, puisque Rakoton Drabé était revenu sur ses accusations. Cela impliquait-il qu'on ne retenait plus ce qu'il avait dit? Non point, car le magistrat ajoutait dans sa réponse à Maître Stibbe qu'il estimait néanmoins ses premières accusations sincères, en me fondant sur d'autres éléments du dossier. Ainsi donc, Rakoton Drabé se trouva renvoyé avec les parlementaires devant la cour criminelle de Tananarive, sous les 3 accusations suivantes. Premièrement, attentat ayant pour but d'exciter la guerre civile, en poussant une partie des habitants de Madagascar à s'armer contre l'autre, et de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans la colonie, crime prévu par l'article 91 du Code pénal, et puni de la déportation dans une enceinte fortifiée. Deuxièmement,
provocation à des réunions séditieuses au cours desquelles des assassinats, rébellions et pillages ont été commis. Crimes prévus par les articles 313 et 295 du Code pénal et punis de mort. Troisièmement, complicité d'assassinat, crime prévu par les articles 59, 60 et 295 du Code pénal et puni de mort. Il faut retenir d'ores et déjà que les deux dernières accusations qui faisaient encourir la peine de mort n'avaient été formulées qu'après le vote de l'Assemblée nationale qui avait autorisé les poursuites en les supposant limitées à la première de ces accusations. Il faut relever aussi que pour l'accusation, Rakoton Drabé était l'un des principaux chefs de la Djina, société secrète affiliée au MDRM, qui recrutait des hommes de main devant passer à l'action. C'est chez lui, était-il dit à son propos, que se sont tenues de nombreuses réunions nécessitées par les préparatifs de la révolte, notamment celle concernant l'attaque de Tananarive, et celle où fut décidé de la date du 29 mars pour commencer la révolte, et les grandes lignes de son exécution. Dans divers districts de l'île, il a envoyé des émissaires pour organiser la révolte. Il a aussi fait venir à Tananarive de divers points de la colonie des individus à qui il a donné les instructions nécessaires pour la préparation et le déclenchement de cette révolte, dans leurs régions respectives. Il a chargé certains membres de la Djina de prendre le commandement de la rébellion dans certaines régions. Et pourtant, Rakoton Drabé, accusé initial des parlementaires, ne devait jamais comparaître avec eux, et de ce fait la confrontation attendue et espérée par ceux-ci ne devait jamais se produire. C'est qu'en effet, et sans doute pour une bonne administration de la justice, il fut décidé de le juger d'abord dans un autre procès, concernant celui-là les rebelles de la seule région de Fianarantsoa. Qu'il ait dans cette région particulière joué un rôle prépondérant n'était point douteux. Cependant, il n'y avait été qu'un instigateur, car il n'y était pas au moment des émeutes, ni dans le temps qui les précéda immédiatement. On pouvait malgré tout se dire que sa comparution à Fianarantsoa n'en empêcherait pas une seconde devant la cour criminelle de Tananarive, à qui revenait le soin de juger les dirigeants de la rébellion, puisque Rakoton Drabé demeurait bien inculpé dans ce procès principal. Il comparut donc devant le tribunal militaire de Fianarantsoa, alors que l'instruction était en cours à Tananarive pour l'autre dossier. Et à l'issue de ce débat, il se retrouva condamné à mort. On était en juillet 1948. L'ouverture du procès de Tananarive avait été fixée au 22 juillet, avec Rakoton Drabé au nombre des accusés. Car malgré sa première condamnation à mort, la chambre d'accusation ne l'en avait pas moins renvoyé devant la cour criminelle. Ici, il faut simplement citer les documents. Le premier daté du 5 juillet est une lettre adressée par M. de Chevigné, haut commissaire de la République française à Madagascar, à M. Coste-Floré, ministre de la France d'Outre-mer, alors que demeurait en instance le recours en grâce formé par Rakoton Drabé et d'autres condamnés à mort, sur lesquels devait statuer le président de la République. Depuis plusieurs mois, écrivait M. de Chevigné, les dossiers de 17 condamnés à mort sont à Paris pour décision à prendre sur les recours en grâce. J'ai demandé lors de mon séjour à Paris qu'ils soient enfin statués, ne serait-ce que par mesure d'humanité. J'ai également rappelé cette question par plusieurs lettres et télégrammes. Je précise que sur les 17 condamnations à mort, après avis de l'avocat général Roland, je n'ai demandé que 4 exécutions, ce qui devrait hâter l'examen. Je voudrais que les autorités qui retardent la décision comprennent la situation à Madagascar et mes responsabilités. À la veille du procès, celui des parlementaires, pour lequel j'ai pris les dispositions nécessaires pour garantir l'ordre, les 4 exemples demandés faciliteraient grandement ma tâche. J'ai d'autant moins de scrupules à les demander que les culpabilités sont éclatantes. Si le procès s'ouvrait sans que ces exemples n'aient été faits, la puissance d'intimidation de l'autorité française en sera grandement diminuée. Il sera d'ailleurs inopportun de procéder à des exécutions pendant les débats. Je ne demande dans cette affaire rien d'exorbitant, mais seulement que les autorités de la métropole,
faisant preuve d'un minimum de célérité pour aider celle d'outre-mer à assurer les responsabilités qu'elle n'esquive pas, mais auxquelles il doit leur être donné les moyens de faire face. Je me permets de vous prier de vous intéresser personnellement à cette question, usant de votre haute autorité pour que soit prise sans délai une décision qui devrait m'être communiquée dans 10 jours. De Chevigné, au commissaire. Le second document constitue la réponse au premier. C'est une lettre du 17 juillet du secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature au ministre des Forces armées, direction de la justice militaire. J'ai l'honneur de vous faire connaître que le président de la République, statuant en Conseil supérieur de la magistrature, a décidé ce jour, suivent un certain nombre de décisions de commutation de peine. Toutefois, il a rejeté le recours formé en faveur de Ratsizafi Samuel et de Rakotondrabe Samuel, pour lesquels il a conclu à l'exécution de la peine. Cependant, si Rakotondrabe est poursuivi devant la cour civile pour des faits différents, et plus graves, suivant l'expression de M. Roland, et si sa présence est utile au procès, il conviendrait à surseoir à l'exécution comme ce fut fait pour Joël. S'il n'est pas poursuivi, et si son audition n'est pas indispensable, exécuter la peine. Enfin, il appartient à Monsieur le Haut-Commissaire de voir si l'on peut procéder aux exécutions à la veille des débats de Tananarive. Monsieur le Président de la République m'a demandé de vous transmettre d'urgence les décisions qui précèdent afin de vous permettre d'en informer télégraphiquement Monsieur le Haut-Commissaire de Madagascar. Monsieur de Chevigné fut informé, en effet. Il eut aussitôt un entretien avec l'avocat général Roland, qui avait alors qualité auprès de lui de conseiller juridique. Il ne consulta cependant ni le procureur général de Madagascar, ni le président de la cour criminelle qui aurait pu, mieux que quiconque, dire si la présence de Rakotondrabe au procès des parlementaires était ou non indispensable. Et c'est ainsi qu'au matin du 19 juillet, 3 jours avant l'ouverture du procès qui restait aussi le sien, Rakotondrabe fut exécuté. Monsieur de Chevigné, en agissant ainsi, avait-il bien agi? La réponse en est fournie par un troisième document, qui est une lettre de Monsieur Vincent Auriol, président de la République, à Monsieur le ministre de la France d'Outre-mer. Elle porte la date du 29 juillet, c'est-à-dire qu'elle est postérieure à l'ouverture des débats de Tananarive, où l'exécution de Rakotondrabe n'avait pas manqué de provoquer un énorme incident. Voici. À la date du 17 juillet 1948, le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature vous a informé des décisions que, statuant en ce Conseil conformément à la Constitution, j'avais prises en ce qui concerne les recours en grâce présentés par les Malgaches Adria Mahazo Michel et autres. En vous transmettant ces décisions, je l'avais prié de vous faire connaître l'avis suivant du Conseil sur l'opportunité de leur exécution. Cependant, si Rakotondrabe est poursuivi devant la cour pour des faits différents et plus graves, suivant l'expression de M. Roland, et si sa présence est utile au procès, il conviendrait de surseoir à l'exécution comme ce fut fait pour Joël. S'il n'est pas poursuivi et si son audition n'est pas indispensable, exécuter la peine. Enfin, il appartient à Monsieur le Haut-Commissaire de voir si l'on peut procéder aux exécutions à la veille des débats de Tananarive. Si le Conseil et moi-même nous en rapportions ainsi à Monsieur le Haut-Commissaire, c'est parce que nous n'avions pas le dossier de l'affaire des parlementaires malgaches, qu'il y avait certaines contradictions dans le rapport de Monsieur l'avocat général Roland sur les poursuites dont aurait été l'objet Rakotondrabe, et que le dernier rapport indiquait qu'un non-lieu devrait intervenir en faveur de Rakotondrabe. Or, le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi dans sa séance d'aujourd'hui de l'incident provoqué par l'exécution de Rakotondrabe Samuel. Il a eu connaissance de l'acte d'accusation de l'affaire en ce moment soumise à la cour criminelle de Tananarive. De l'acte d'accusation, il ressort que non seulement Rakotondrabe était poursuivi lui-même, mais qu'il était le témoin principal sur lequel reposait l'accusation. Suivant les instructions que, sur cet avis du Conseil supérieur de la magistrature, je vous avais fait transmettre, il aurait dû être sursis à l'exécution.
il est possible que des raisons impérieuses aient conduit le haut-commissaire de Madagascar à ne pas le faire. Aussi dois-je vous prier de lui demander de bien vouloir nous les faire connaître, et en tout cas, dans le plus bref délai possible, par un rapport détaillé, en justifiant la décision prise, eu égard à l'acte d'accusation, et sans consulter le président de la cour criminelle. Par ailleurs, tant en mon nom qu'au nom du Conseil supérieur de la magistrature, vous voudrez bien adresser à monsieur l'avocat général Roland des instructions afin que, dès l'ouverture du procès, il se considère comme l'observateur du Conseil supérieur de la magistrature et mon observateur, à l'exclusion de toute autre fonction susceptible de le mettre en rapport avec les représentants d'un parti quelconque. Il m'informera au besoin télégraphiquement de tout incident susceptible de justifier une intervention. Pour de la méfiance, c'était bien de la méfiance, et aussi l'expression d'une sainte colère. Toutefois, une requête de la défense auprès de la Cour de cassation, pour obtenir un arrêt dessaisissant la Cour de Tananarive au profit d'une juridiction de la métropole, avait été rejetée. L'avocat général Dupuich, pour s'y opposer, avait fait état d'une lettre de monsieur de Chevigné, par laquelle celui-ci se fait fort de faire régner l'ordre sur place pendant les débats.